Interaction humain-machine. Humain-machine. Bienvenue dans cette rubrique bilan. Nous revenons sur les moments forts qui ont rythmé le premier semestre du club. Tout a commencé à Metz le 9 octobre avec notre réunion de rentrée. Ce premier rendez-vous a marqué le lancement officiel des activités du club. Les participants se sont retrouvés pour un moment d'échange convivial et la présentation de chacun a permis de poser les bases d'une vraie cohésion de groupe avant de plonger dans les détails du fonctionnement du club, du calendrier des événements à venir et des projets prévus pour l'année. Ce temps de partage a aussi permis à chacun d'exprimer ses attentes et ses idées afin de nourrir les initiatives communes. Le tout s'est déroulé dans une ambiance détendue, agrémentée d'un goûter. En fin d'activité, nous avons aussi joué à un jeu autour de l'intelligence artificielle par équipe, et cet exercice a permis en fait de familiariser les membres du club avec les thématiques que nous développons au sein du club. Le 25 octobre, 2 séances de regroupement se sont tenues simultanément dans le cadre du parcours Orion des L2. Donc, il y a eu 2 séances, une à Nancy et une à Metz. La séance à Nancy a servi à refaire une réunion de rentrée pour les membres qui n'ont pas pu y participer auparavant. Et la séance à Metz a aussi permis de réfléchir autour des activités de vulgarisation scientifique qui sont obligatoires dans le cadre du club. Les membres ont donc commencé à imaginer des supports variés comme des podcasts, des vidéos ou encore des posters. Et également, nous avons visité le laboratoire 2LPN sur le campus Bridoux de Metz. Cette visite a été organisée et guidée par Jean Poli, qui est un doctorant au 2LPN. Et cette visite a été faite en collaboration avec le club Human Interact. Le mois de novembre a été marqué par un moment fort, la visite du Fab Lab de Gilles et Thierry le 13 novembre. Les membres ont découvert cet espace. Donc c'est un espace collaboratif unique à Maxéville. Et cette visite a pu se faire soit sur place pour les membres qui pouvaient se déplacer, ou alors à distance sur Teams. Une responsable du lieu a présenté les outils et la philosophie qui animent le Fab Lab, et par la suite, Marie Richatsky a partagé ses travaux de recherche, et notamment les robots qu'elle utilise dans le cadre de sa thèse. La journée s'est terminée autour d'un goûter, ce qui a favorisé des discussions riches et informelles entre les membres. Et enfin, le semestre s'est conclu sur une note plus studieuse, avec une séance de lecture qui a été consacrée à un article de Mathilde Hutin, publié sur The Conversation, intitulé « Outils ou compagnons, comment nous parlons aux robots en dit long ». Cet article, en fait plutôt de vulgarisation, a également été accompagné de la lecture d'un article scientifique associé « Do we speak to robots looking like humans as we speak to humans? A study of Pidgin French, human-machine and human-human interactions ». Cet exercice a permis d'approfondir des thématiques scientifiques et d'échanger des idées dans une ambiance propice à la réflexion collective. Et avec Marie, nous reviendrons tout à l'heure sur le contenu de cet article pour en faire un petit bilan. C'est vrai que ça fait déjà un semestre qu'on a commencé le club, un petit semestre quand même. Je pense que ça nous a permis déjà de rencontrer d'autres doctorants ou étudiants, et je pense que dans le cadre de plusieurs contrats, c'est pas mal en fait d'avoir des interactions sociales quand on fait une thèse en tout cas. Déjà ça nous ajoute voilà, une vie sociale, du rythme, une petite cassure dans la routine de la thèse, donc je pense que c'est déjà super. Et en plus de ça, ça nous crée un club en tout cas, et soutenir un club, je pense que ça nous met aussi dans un contexte d'entreprise, de mini-entreprise, ce qui nous permet aussi de nous préparer pour plus tard. Et en fait, j'ai l'impression qu'on développe beaucoup de soft skills pour la suite en fait, parce que on pense pas beaucoup au après, parce que on est un petit peu débordé quand on fait... débordé. Il y a beaucoup de choses dans notre tête quand on mène un doctorat, et finalement, il faut quand même penser un petit peu à la suite, et je trouve que c'est pas mal, ça nous met dedans. Et je pense que les étudiants sont intéressés, enfin j'espère que vous êtes tous intéressés, mais si ça peut aider d'autres personnes à se diriger vers leur futur, leur avenir académique ou non, c'est top. Et même juste partager la science et la recherche, c'est un gros plus si on arrive au moins à faire ça, quoi. Ouais. Donc je Et pense sinon, que ça à part nous ça, apporte oui, j'ai pris aussi beaucoup de plaisir faire à ça. organiser toutes les activités, et c'est vrai que c'est assez sympa d'être dans un autre cadre où on peut parler aussi de recherche, mais dans un cadre plus informel, et on a un autre rapport avec les étudiants.
Et donc, c'était un grand plaisir aussi de faire tout ça, de rencontrer tout le monde. Et puis, ça nous pousse aussi à aller chercher peut-être des choses que j'aurais pas fait de moi-même dans ma thèse, et donc à découvrir des nouveaux endroits, à être ici aujourd'hui, à enregistrer un podcast. Donc, voilà, c'est plein d'autres compétences. Pour reprendre tes mots, Marie, ce sont bien des soft skills que nous avons découverts. Bah, et ça nous fait aussi pas mal de contacts en plus aussi. Enfin, ça nous fait un réseau. Et dans notre domaine ou pas, mais du réseau, ça reste du réseau et c'est top. Et comme tu disais, ouais, ça nous fait un peu sortir de notre zone de confort, pardon, parce que là, on se retrouve quand même dans une salle de podcast grâce à l'IUT, d'ailleurs. L'UT Charlemagne. L'IUT dans Charlemagne. Mais il faut le dire aussi, je pense, parce que on n'en a pas parlé pour l'instant, mais c'est vrai que ça aurait pas été possible sans l'IUT, donc merci. Merci. Pour reprendre ce qu'on disait au début, ça fait un semestre qu'on a le club, mais ça fait aussi 1 an et quelques mois qu'on a commencé notre thèse avec Maëva. Donc, où est-ce que t'en es je pense que ça peut aussi éclaircir certaines personnes de savoir où est-ce qu'on en est au bout d'1 an de thèse, ce qui s'est passé en 1 an de thèse, et ce qui peut se passer, ce qui peut ne pas se passer, et le calendrier, etc. Comment on mène une thèse au bout d'1 an et qu'est-ce qui se passe en fait. Alors donc moi, ça fait 1 an et quelques, 1 an et 3 mois, un truc comme ça, que j'ai commencé ma thèse. Et donc là, au niveau de mon travail, je suis en train de commencer en fait la rédaction du manuscrit, et notamment je suis en train de faire un état de l'art, et je suis en train de préparer mes expériences à venir qui normalement vont se dérouler en janvier ou février l'année prochaine. Et donc là, c'est le vrai travail qui a commencé, entre guillemets, parce que ma première année, ça a surtout été de faire des formations, de découvrir le sujet de ma thèse, de réfléchir. Et là, c'est vraiment l'année où je commence à faire des choses plus concrètes. À part ça, ça se passe bien. J'avoue que je commence à avoir un peu peur pour me dire qu'il me reste plus que 1 an et demi. Et je me dis, vais-je y arriver? Vais-je finir mon manuscrit à temps? Je ne sais pas. Bah, le manuscrit, ouais, y a pas de souci. J'espère. Mais oui, il y a 1 an et demi, c'est énorme. En même temps, c'est très peu, mais en même temps, c'est énorme. Je croise les doigts. T'as Je combien de commence pages petit à là? petit. Pas beaucoup, je revins un truc. Déjà. Si c'est pas des pages à tout réécrire et tout refaire, Ouais, je sais pas, je me rends pas compte. t'as des expés. Bah non, bah là justement, je commence Ah, tu commences vraiment. là. Ouais, parce qu'en fait, j'ai fait un protocole au comité d'éthique. Alors, il y a plusieurs types en fonction du type d'expérience que vous voulez faire. Et moi, comme c'est une expérience qui ne touche pas les personnes. Ah, c'est quoi? Parce qu'il y a les catégories 2, il y a plusieurs types. Ouais, il y a plusieurs catégories, mais quand on demande je crois, c'est l'identité des personnes ou des données personnelles, etc., on doit remplir tout un formulaire, Mm. tout un dossier éthique à faire valider par un comité. Ah ouais, alors du coup, il y a 2 trucs. Il y a le CPP, et là, c'est au niveau national. Et moi, comme je suis pas dans ce cadre-là, parce que ça va être une expérience en eye tracking, donc il va juste y avoir les données des mouvements oculaires des gens. Donc j'ai fait une demande au comité d'éthique de l'Université de Lorraine. Et donc la rédaction du protocole a été un peu longue, surtout que le protocole il a été un peu revu entre-temps. Je me suis rendu compte qu'en fait l'expérience n'était pas forcément hyper bien ficelée, du coup il a fallu revoir des trucs. Donc là, normalement ça devrait être bon. En tout cas, le protocole est inscrit au registre et il passe en janvier au comité, et donc ça pourra reprendre par la suite. Mais voilà, c'est aussi quelque chose auquel il faut penser, parce qu'en fait, les expériences, il y a plein de choses administratives et éthiques et plein d'autres choses auxquelles on ne pense pas forcément Ouais. à prendre en compte, parce que ça prend beaucoup de temps. Surtout, je pense quand on est... toi, t'es en contrat peux pas, doctoral, hein, ouais. forcément. Parce que deviner tout là, ça, pour quoi, le coup, donc, c'est sûr que ce dossier-là, il est vraiment long à remplir en plus, parce que t'as... Enfin, moi, vu que je travaille dans le secteur du handicap, il y avait... ah non, mais c'était... mais là, je l'ai là sous la main. Il faisait des pages et des pages, et puis c'était long, il y avait des relectures et des modifications à faire et tout. Mais après, au moins, ça t'apprend à remplir un dossier... un dossier pour le comité d'éthique, hein, parce que là, pour le coup, je suis rodée, hein, je sais exactement ce qu'il faut mettre, ce qu'il faut pas mettre, les trucs en trop, les trucs en moins. Bon, après, je pense qu'il y aura forcément, pour chaque expé, c'est différent à chaque fois, je pense, mais Et puis aussi, je trouve que c'est un peu intéressant. Enfin, intéressant.
C'est long à faire, mais c'est intéressant aussi à rédiger comme protocole, parce que ça permet parfois de se poser des questions auxquelles on n'avait pas forcément Ouais, pensé, et donc après on exactement. pense à tout en fait. Et puis ça te t'aide aussi à rédiger juste ta partie protocole, finalement. Parce que même s'il y a des modifications minimes, t'as quand même les grosses lignes du truc. Donc en fait, c'est carrément pratique, quoi, finalement, de faire ça. Après, bon, la partie des risques, par exemple, moi, je me suis dit, oh, si le robot il tombe sur un enfant, comment je fais? Mais bon, après, tu trouves des solutions dans ton dossier et voilà. Mais Toi, c'était toi qui l'avais fait en première année, ouais, je l'ai fait. J'ai commencé dès que je suis arrivée parce qu'on s'est dit sinon ça va être très très long. Et on a eu les autorisations en mai ou en juin, je crois. Ok. C'était en mai. Et, Ah oui. et on avait commencé en décembre. Donc on avait commencé à l'envoyer, je crois, en mars. Ouais, ou peut-être en janvier. Ensuite, il y a eu une première relecture. Ensuite, on l'a renvoyé, mais sauf qu'on avait loupé la date du comité. Du coup, c'est passé en avril peut-être, et on a eu la réponse en mai. Donc j'ai pu commencer mes expés en juin, quoi. Ok, Enfin, et ok. encore en juin, il fallait que toutes les personnes soient dispo pour pouvoir faire les expés. Donc Ok, donc c'était très long, c'est ça. c'était long, mais en même temps, ça m'a permis de travailler sur ma revue. Mhm. Donc finalement, puis j'en ai profité pour écrire des articles. Je suis allée à Venise pour un colloque, hein, pour une conf. Pas pour le fun. Bon, c'était cool, hein, mais, mais ouais. Mais c'est vrai que c'est très long. Et puis, je pense que c'est un manque qu'on a dans notre formation, que ce soit en psycho ou autre. On voit pas forcément ce genre de choses à remplir des dossiers, etc., de l'administratif, en fait. Mm. Et on n'apprend pas forcément, et c'est quelque chose qui manque. On pourrait peut-être organiser un petit truc comme ça. Ce serait pas très drôle, je pense, pour les étudiants. C'est moins fun que, je sais pas, boire un café. Mais je pense que c'est toujours pratique pour ceux qui veulent travailler dans une entreprise ou même faire de la recherche plus tard. Je sais pas, dites-nous en commentaire si ça vous plaît. C'est vrai qu'au niveau administratif, c'est très important en fait, et même là pour le club, donc pour pouvoir sortir l'argent du club, parce que l'Université Lorraine donne de l'argent au club Talos, et donc à tous les clubs Orient et au club Talos, on a 3000 euros de fonctionnement. Et en fait, pour sortir cet argent, il faut faire des demandes auprès du laboratoire, et ça aussi c'est très long, et il faut aussi l'anticiper. Bah Donc ouais, ça voilà, c'est d'actualité en plus. On vient de effectivement. recevoir, enfin toi tu viens de recevoir le truc enfin la validation Oui, du labo. effectivement. Donc voilà, donc pour le prochain semestre, on va essayer de... Et puis même, tu vois, par rapport tu sais, au financement là que tu m'avais dit, on peut pas aller où on veut pour boire. Ah On oui, voulait aller à la bulle. en fait, au CNRS, pour pouvoir payer, donc il faut utiliser des bons de commande, et les bons de commande sont pris par certains établissements qui sont sur ce qu'on appelle le marché CNRS. Et donc si les établissements n'appartiennent pas au marché CNRS, on ne peut pas consommer chez eux, ou alors il faut d'abord les inscrire par... Et donc là, on souhaitait aller à la bulle de Charlie, mais ça va sûrement pas se faire, ou en tout cas pas cette année. Ouais, Et donc peut-être à la fin de l'année, je sais pas, mais il faudra le temps de l'inscrire. ouais. Voilà. Donc voilà, c'est plein de petites choses administratives qui s'ajoutent en plus et dont on n'a pas idée, je pense, avant. Et, euh, et même quand je vois tout ce qu'il y a à faire pour s'inscrire à un colloque, par exemple. Ah ouais, Mais c'est bien, hein, vraiment promis, c'est bien. c'est bien, mais ouais, faut pas négliger ça, hein, parce que... Je viens de casser mon bracelet. Oh non. Oh non. Bref. Voilà. Je veux pas que tu critiques l'administration. Voilà, c'est mon karma. C'est exactement ça. Alors, je pense que le titre, ça va être Ah ouais, ça... Tu vois ce que je veux dire? Conversation comme ça. Le podcast Talomès. ou le Oh. truc de Noël, où tu vois, Oui, oui, sûr. dans une semaine, c'est les vacances. Ah ouais, dans une semaine, c'est les vacances. Ouais. Ouais. Le podcast Talos. Où en es-tu dans ta thèse, Marie? Donc moi, ça fait tout juste 1 an que j'ai commencé la thèse. C'est le 18 décembre exactement. Donc c'est aujourd'hui. Donc là, ce qui s'est passé en 1 an,
Beaucoup de choses. Déjà, le comité qui a été validé, donc j'ai pu commencer, les expérimentations et je suis quasiment à la fin. Enfin, il me reste, une étape, à finir dans ma grosse partie d'expérimentation et ensuite ce sera, des entretiens, pour finaliser tout ça mais les expés, ça va être terminé en février. Ensuite, ça va être, du traitement de données qui va être assez conséquent. Donc j'ai eu le comité, j'ai commencé les expés, je suis partie, dans plusieurs villes pour faire, des colloques, assister à des conférences, présenter mon travail. Je suis allée, du coup à Venise pour faire, une conférence qui s'appelle, Cognitive 2024 où j'ai présenté, mon work in progress, de la thèse. Ensuite, j'ai présenté 2 posters où, c'était, à Reims, c'était pour le Ripsidev et pour le challenge handicap et technologie. Donc c'était, Ripsidev à Reims et le challenge c'était, à Metz à l'ENIM. Et ensuite, du coup, c'était beaucoup de rédaction aussi. Pour l'instant, j'ai passé beaucoup de temps à rédiger la revue, plusieurs parties, enfin déjà à décomposer mon manuscrit. Je sais pas si tu écris sur la tech ou si tu vas faire ton truc, tu écris sur la tech. Ouais. Mais enfin moi j'ai mes brouillons sur Word et ensuite je mettrai tout sur la tech pour enfin je sais pas si c'est la bonne méthode mais je me dis Si ça marche pour toi. quand j'écris rapidement comme ça, je me dis je fais du Word et ensuite on verra pour la tech. Mais j'écris là pour l'instant, je sais pas exactement combien j'ai de pages mais je dois avoir 70, 80, quelque chose Ah, mais comme ça. c'est- Mais c'est des trucs à relire, tu vois. C'est Oui. pas du... C'est écrit comme ça à la va-vite, c'est pas Ah ouais, vraiment... mais t'as beaucoup. Après, j'ai utilisé beaucoup de ce que j'avais écrit dans les articles. Mm. Donc ça aide aussi. Mais pour le protocole, pareil, et vu que là, j'ai commencé le traitement de données, je peux ajouter peut-être une quinzaine de pages. Mais après, c'est des choses à remanier et tout. Je sais pas si ça fait exactement ça avec Mm. du latex, la mise en page, etc. Tu vois. Mais j'ai commencé à rédiger et ensuite, ça va aller très vite parce que dans 2 ans, c'est fini. Donc, traitement de données et ensuite Japon et ensuite traitement de données, rédaction et ensuite soutenance. Oh là là. Bah écoute, on peut peut-être parler de l'article un petit peu. Si C'est tu- vraiment un fourre-tout, hein. Un veux faire- fourre-tout de Noël. Le fourre-tout de Noël, voilà, c'est ça le podcast. podcast Du coup, pour faire un point sur ce qui s'est passé la semaine dernière, je pense qu'on peut reparler un petit peu de l'article que vous avez lu et sur lequel vous avez échangé un petit peu, qui parlait justement de comment on interagissait avec les robots. Et je sais pas, toi, qu'est-ce que tu penses qui est ressorti de cette conversation? Enfin, comment vous avez abordé la chose et comment vous avez échangé dessus? Les étudiants en ont pensé quoi et tout? Alors, donc l'article a été donné à lire aux membres auparavant. Donc, on avait chacun lu l'article et on est arrivé sur place avec les membres. Et donc là, on s'est répartis par petits groupes avec chacun une petite question sur l'article. On a réfléchi en groupe à cette question et ensuite il y a eu un temps de mise en commun. Donc chaque groupe a lu la question à laquelle il devait répondre et il a donné les éléments de réponse. Puis ensuite, il y avait une discussion entre tous les membres. Ça a permis déjà... Alors, qu'est-ce qu'on a abordé? On a abordé beaucoup trop de sujets. En fait, on a parlé de théorie de l'esprit, on a parlé d'accommodation, de comment on s'accommode en fait quand on parle avec les autres gens en fonction des situations, enfin, de la personne qu'on a en face et aussi de la situation, de communication, comment on va changer notre manière de parler. On a parlé ensuite des aspects un peu plus éthiques de la façon dont on s'adresse aux robots. Et puis après, en fait, on a juste... et après, pardon, à la fin, on avait un débat mouvant. Donc un débat mouvant, c'est un débat où chaque côté de la pièce correspond à un point de vue. Et l'objectif est donc que les participants se positionnent et donc aient un point de vue. Et puis chacun son tour, chacune des parties va donner des arguments pour son point de vue. Et l'idée donc c'était surtout d'avoir une bataille d'arguments et pas vraiment d'ego et de discuter toujours de ces questions-là. Et puis
plus précisément, on a quand même souvent parlé des aspects éthiques. On a un peu abordé aussi des notions de... Parce qu'il y a comment on s'adresse au robot et aussi comment on le considère. Mmh. Comment est-ce que je vais croire ce qu'il me dit ou ce qu'il ne me dit pas. Ouais, la relation de confiance, quoi. Voilà, et puis tout ce qui a aussi un rapport avec ce qu'on appelle, enfin ce que Sperber appelle la vigilance épistémique, donc notre capacité à pouvoir estimer si une information est vraie, à partir du contenu de l'information, mais aussi de la source de cette information. Et on a surtout après parlé voilà, surtout de ChatGPT, et comment ChatGPT, enfin, les gens s'imaginaient, en tout cas quand on a discuté avec les membres, les gens s'imaginaient que ChatGPT avait par exemple toujours raison. Mmh. Alors qu'en fait, ChatGPT peut halluciner, peut raconter n'importe quoi, mais la manière dont il va le raconter, ça a l'air très vrai. Et puis, comme les gens ont aussi l'impression que c'est un robot, donc c'est une IA, donc forcément elle sait tout. Mmh. Et donc on a parlé de ces aspects-là et comment est-ce qu'on peut croire ou ne pas croire une machine. Et puis précisément une intelligence artificielle, comme tu le disais. Ouais. Ça devait être hyper intéressant comme échange. En vrai, oui, dommage que tu n'aies pas été là, parce que, bah, Ouais. donc, à cette réunion, il y avait moi, donc moi je fais la linguistique, Fatou, elle fait de l'informatique. Et donc là, ça aurait été parfait avec toi, Ah ouais. psychologie, parce que là, parfois on était un peu en mode, bon, Il y avait on sait des pas trop. étudiants plus de psycho que encore. Beaucoup plus de psycho, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de recherches qui montrent qu'on adapte notre ton et notre façon de parler et notre grammaire aussi à la personne qu'on a, enfin à l'interlocuteur en tout cas qu'on a en face. Donc ça paraît logique qu'on adapte pardon, notre façon de parler quand on parle à un robot. Parce qu'après, j'ai pas exactement en tête le pourquoi, du comment, les représentations, etc. Mais c'est vrai que je pense que ça englobe un petit peu tout ce que tu viens de dire là. Ça paraît évident qu'on va adapter notre façon de parler à quelque chose qui en plus n'existe pas. Mais on utilise par exemple des phrases plus simples qu'avec un adulte, mais plus complexes qu'avec un enfant. Donc par exemple, on peut dire la souris qui est sortie de son trou a été mangée par le chat à un robot, à un agent conversationnel plutôt. Alors qu'à un enfant, on pourrait dire la souris est sortie de son trou, le chat l'a mangée. Donc c'est vraiment une autre façon de communiquer et de parler et de recréer ces phrases. Il y avait tout aussi, dans l'article, il parlait de comment on s'accommode par rapport à l'agent conversationnel, mais aussi en fonction de cet agent-là, ce à quoi il Mmh. ressemble, selon s'il est plus ou moins humanoïde. Donc il y a des chercheurs qui ont également noté des différences entre les hommes et les femmes. En fait, quand ils interagissent avec un robot, les hommes, ils finissent souvent par le percevoir comme une simple machine, alors que les femmes, elles ont tendance à le considérer comme un être humain. Après, je pense c'est plus ou moins sensible en fonction de la personne, hein, mais je pense que les perceptions et les représentations impactent aussi beaucoup sur notre façon d'être. Ouais, ouais, bah non, je voulais juste dire, effectivement, bah, c'est ce qui était dit dans l'article, la perception, enfin, la différence de genre, de comment les hommes s'adressent aux robots et comment les femmes s'adressent aux robots. Et donc, voilà, j'ai un autre. Bah, et puis, c'est surtout qu'il y a aussi un impact sur, la cognition et sur comment on enfin, dans les interactions en tout cas, quand on interagit avec des machines, en tout cas humanoïdes, notre cerveau, il active les régions, liées à la théorie de l'esprit. Donc, je pense que ça, vous l'avez abordé, quand vous avez échangé là-dessus. Mais en gros, la théorie de l'esprit, pour ceux qui savent pas, c'est la capacité à, en gros, à attribuer, des intentions, à quelqu'un d'autre. Donc en général, quand il y a un robot humanoïde, ces parties-là sont activées. Donc ouais, ces interactions, encore une fois, elles sont hyper intéressantes. Mm. C'est vrai qu'en tout cas, bah là, c'est ce qu'on s'est rendu compte. Bon, on le savait déjà en montant le club, mais de plus en plus, là, on se rend compte à quel point, en fait, bah, les questions des interactions humain-machine, ça soulève plein d'autres questionnements qui sont liés aussi bien donc à nous, nos capacités, donc théorie de l'esprit, l'accommodation, je sais pas, la vigilance épistémique, plein de notions comme ça, et également comment ces notions, est-ce que déjà elles se transposent à la machine? Est-ce que c'est applicable? Est-ce qu'on pourrait parler vraiment de théorie de l'esprit, par exemple, de l'agent conversationnel? Est-ce que l'agent conversationnel en a un ou pas? Je pense que ça dépend aussi de la façon dont on utilise ces robots-là et comment on les intègre aussi. Je pense qu'il y a beaucoup
de points extérieurs qui peuvent impacter ces interactions-là et ces perceptions-là. Le podcast Talos. Bon, c'était un petit peu un fourre-tout de Noël, Exactement. avant les vacances de Noël, quelque chose un peu moins structuré, un peu moins, enfin c'est le deuxième donc voilà. Si jamais quelqu'un veut venir participer, les membres, si vous m'entendez, vous pouvez venir avec grand plaisir. Ce serait super fun de vous accueillir et de pouvoir échanger avec vous sur plein de thématiques. Ce sera évidemment un peu plus structuré. Là, on était deux, on s'est dit qu'on allait surtout faire un point, échanger et voilà. Donc, si jamais vous nous dites, vous savez où nous trouver, que ce soit sur Insta ou sur WhatsApp. Et, euh, et voilà. Maëva, Voilà. si tu as quelque chose à dire. Eh bien, bonne fête à tous, bonne fin d'année, et puis À l'année prochaine. à l'année prochaine pour le club Talos, le meilleur club, Le meilleur club qui réalise énormément d'activités en effectivement. très peu de temps. Le podcast Talos.